Voilà. A priori, c'est mieux. A priori, vous nous voyez de manière fluide. Donc, bah voilà. On va attendre que vous reveniez parmi nous. Je suis désolé pour cette coupure. Bon, alors les amis, vous êtes là ou pas? Donc ce soir, on va parler, non, ils sont là, ils reviennent. Merci d'être revenus parmi nous. Donc on va parler d'une question concernant l'activité des commerciaux. Merci Philippe, oui, effectivement, a priori, c'est beaucoup mieux comme ça. Donc on va parler de l'activité des commerciaux. Je vais en profiter pour relancer le partage du live, parce que c'est un peu dommage que les gens puissent pas en profiter. C'est bon pour moi, merci Sylvie. Donc ce soir, on va parler de... J'en profite pour repartager également. Mais je sais faire deux choses à la fois, c'est mon côté féminin. On va parler des commerciaux. Ludovic, ok. Laurent, ok, super. Donc tout le monde est revenu, super. On va parler donc des commerciaux et l'art de vendre correctement à ses clients, ce qui est pas toujours évident pour tout le monde. Et hop, je repartage, je m'excusais, je fais également deux choses en même temps. Tac, et puis hop, on va y aller. Voilà. À mon avis, ça devrait être mieux comme ça. Je vérifie que tout est ok. Apparemment c'est bon. Salut Jérôme, tu vas bien? T'as fait un peu de drone aujourd'hui? Bon, parce que moi j'ai fait un peu de drone aujourd'hui. Hein, je mettrai une petite photo tout à l'heure, mais le temps était idéal pour faire du drone aujourd'hui. Donc on va démarrer tout de suite. J'envoie le jingle, on perd pas de temps parce que là on a perdu du temps pour des raisons techniques. Alors tout de suite, jingle. Hop, et voilà, nous revoici ensemble pour le live spécial commerciaux. Alors, une grande première aussi, je vais en profiter pour partager le live sur Periscope, parce que ça peut intéresser tout le monde. Alors, en intro, comment dirais-je, il y a eu la semaine dernière pas mal d'événements concernant le digital. Il y a eu, si vous n'êtes pas au courant, il y a eu les sommets du digital à la Clusa la semaine dernière, 3 jours super intéressants. Vous pouvez retrouver ça sur Facebook. Il y a eu plein d'interviews super intéressantes. Il y avait également vendredi dernier la Web Entrepreneur Day qui était pas mal, à laquelle j'ai pas pu aller. C'était sur Paris et du fait de la météo, ça a été un peu compliqué. Mais d'après ce que j'ai pu entendre ici ou là, ça avait été quand même relativement intéressant. Et puis aussi le salon de la réalité virtuelle. Donc il y a eu pas mal d'événements assez riches et variés la semaine dernière. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que au travers de ces 3 événements que je viens de citer, qui sont intéressants, la chose que j'ai retenue, qui m'a en tout cas marqué, c'était le fait que les gens parlaient très très peu, voire pas du tout, du commercial. Et je dis là, je trouve que c'est du gâchis. Ça me rappelle quelque chose, ça. Je trouve que c'est du gâchis parce que c'est vrai que le commercial, c'est quand même un sujet fondamental dans la vie d'une entreprise et pour la pérennité même d'une entreprise. Et c'est la raison pour laquelle j'ai demandé à Olivier Darras d'intervenir pour parler de ce sujet-là qu'il connaît bien, qu'il maîtrise très très bien également. Il est dirigeant de l'entreprise YouCancel qui fait globalement ce qu'on appelle du monitoring commercial. Alors Olivier, est-ce que tu peux te présenter, nous parler succinctement de ton activité? Oui, bien évidemment. Bonsoir à tous de nous rejoindre et merci, c'est beaucoup d'honneur pour moi. Une grande joie de parler de la fonction commerciale et des problématiques engendrées par la fonction commerciale. Chez YouCancel, on apprend à pas vendre. Voilà ce qu'on fait. On apprend à pas vendre. Ah, on apprend à pas vendre. On fait du mentoring commercial.
Et le but, c'est de vous apprendre à pas vendre. Alors, il y a quand même une chose qui m'étonne dans ce que tu es en train de dire quand même, parce que tu dis faire du commercial et apprendre au commercial à ne pas vendre. Comment on peut vendre, comment on peut générer du chiffre d'affaires si on ne vend pas? Tu comprends ce que je veux dire? C'est quand même assez paradoxal ton discours. Oh, mais je suis tout à fait d'accord avec toi, Christophe. L'idée, c'est que en France, on a une fonction commerciale qui est une culture commerciale, pardon, qui est proche de zéro, avec deux grandes icônes qui vont être Jean-Claude Convenant de Caméra Café avec sa Xantia rouge et notre ami nanar Bernard Tapie, célèbre icône des années 80 et 90. On sait tous comment il a terminé. Donc on n'a pas de culture commerciale. Si on veut apprendre à vendre, ça va demander du temps, ça va demander énormément d'investissement personnel, financier. Et aujourd'hui, dans les entreprises, on n'a pas le temps d'avoir du temps. C'est une denrée qui est très recherchée. Et surtout, si on est après sur des entreprises de petite taille, de très petite taille, ou des micro-entreprises, où là, on s'aperçoit que le dirigeant fait également le rôle du commercial. Il a un super bon background technique. Ça, la technique, c'est pas son souci. Mais il sait pas présenter son entreprise et il sait encore moins vendre ses produits. Donc, j'ai observé pendant à peu près 5 ans ces différentes populations et je me suis dit, mais il en faut peu, mais vraiment peu pour qu'ils arrivent à vendre et qu'enfin ils soient heureux. Qu'ils arrêtent d'être stressés, de ressembler à n'importe quoi devant le client. Et donc, j'ai mis en place une méthode qui, justement, permet de réaliser des transactions sans avoir à se mettre dans la peau d'un vendeur, parce que personne, et surtout en France, on n'aime pas ce mot péjoratif qui est vendeur. Alors, c'est vrai qu'il y a un truc, moi je tourne pas mal dans les réseaux business, dans le networking, comme on appelle, et c'est vrai que c'est toujours particulier quand on voit quelqu'un arriver autour d'une table pour présenter son entreprise, et qu'on voit très bien qu'il n'est pas à l'aise, qu'il n'a pas l'habitude, et il sait pas comment trop présenter sa boîte, et il arrive, il dit bon bah voilà, alors moi je suis plombier, je fais tout ce qui est travaux de plomberie, machin, et puis il commence à lister ses différentes prestations. Et je sais pas vous, mais moi ça me donne pas envie, il me fait pas rêver le monsieur, ou la dame quand il présente son entreprise comme ça. Et ça s'apprend, c'est des techniques qui s'apprennent pour justement donner envie, sans en avoir l'air, à la personne en face de soi de vous contacter. Et c'est super important, et d'autant plus, comme tu le disais à l'instant, quand on est tout seul maître à bord, qu'on n'a pas une équipe de commerciaux autour de soi qui va démarcher le client, il faut prendre la casquette de commercial, et puis prendre son bâton de pèlerin, et puis aller démarcher, mais le faire correctement et intelligemment et avec finesse. Et c'est ça qui est vachement important. Et c'est ça qui est super passionnant dans l'époque où on vit. C'est qu'il y a, en 97, je rentrais pour la première fois, c'était ma première fonction commerciale, et j'étais super content. Ça y est, je passe du rôle technique au rôle de commercial. J'étais super content. Et là, le manager me dit, tiens, faut que tu fasses ça, faut que tu fasses ça, faut que tu fasses ça. C'est comme ça que ça marche. Et effectivement, fin des années 90, c'est comme ça que ça marchait. On appelait des clients, on avait des listings. Mais à cette époque, c'était le début d'Internet, il n'y avait pas encore eu la bulle Internet. Et depuis la bulle Internet 2000, et depuis 18 ans maintenant, la technologie a été très vite, les modes d'information ont complètement évolué, et les modes de décision ont également été complètement révolutionnés. Je prends un exemple assez flagrant. Au début, avant les années 2000, quand j'allais chez un client, j'étais le commercial et on me disait « Ah, quoi de neuf dans votre entreprise ?» Ah. Et parce qu'on apportait les bonnes nouvelles. Et oui, et oui. On n'avait pas tout ce flux d'informations. Aujourd'hui, quand on va chez les clients, c'est les clients qui nous « Au fait, est-ce que votre entreprise a fait ça? Est-ce que votre entreprise a fait ça? Vous avez vu le dernier produit machin ?» Les clients sont aujourd'hui beaucoup plus informés que nous qu'ils ne l'étaient avant. C'est un premier point. Deuxième point, c'est, et je vous prends un témoin en direct, quand vous faites un achat, dès que ça va être un achat un petit peu important, on va aller se renseigner sur Facebook. On va aller sur Internet, sur les différents réseaux sociaux, et on va essayer de trouver la solution. Parce qu'on a un projet, on veut aller d'un point A à un point B, et à un moment, il va nous falloir un outil, un service, quelque chose, etc.
et on va faire nos recherches toutes seules. On contactera l'entreprise qui nous intéresse, ou en tout cas une shortlist qu'on aura constituée tout au long de nos recherches, qu'à partir d'environ 57% de notre acte d'achat. Donc le commercial, avant, avait pour mission, il arrivait au 0% d'acte d'achat, il avait pour mission de créer le besoin et ensuite de réaliser sa vente. Aujourd'hui, on l'appelle quand notre projet est déjà bien réalisé. Et donc ça veut dire que ça demande un changement de comportement, ça demande un changement d'attitude, et tout ce qu'on a vu avec les nanars, avec nos amis nanars et Jean-Claude Convenant, aujourd'hui ne marche pas. Alors ceci dit, c'est vrai que je voudrais revenir 2 petites secondes sur l'article là que tu as écrit. J'ai invité les Facebookiens à aller voir, qui était ton article est super intéressant parce que moi il y a une chose entre autres qui m'a particulièrement frappé, c'est que tu dis qu'il y a 150 000 postes de commerciaux en CDI qui sont disponibles. Ouais. Comment t'expliques ça? C'est quand même énorme, quand même, 150 000 postes. Ouais, c'est énorme. Et ça s'explique très bien. Parce que justement, il y a une dichotomie entre la réalité du terrain, l'acte d'achat, le parcours de l'acheteur, et ce que veut le dirigeant d'entreprise, c'est-à-dire vendre. Ouais. Et aujourd'hui, on va demander à des commerciaux d'aller vendre des produits à la méthode Jean-Claude Convenant. Aujourd'hui, plus personne ne veut faire ça. J'avais réalisé une espèce, dans cet article, une espèce de petite annonce qui correspond à peu près à ce que serait le commercial aujourd'hui. Alors je mets mes lunettes, j'ai un peu de vieillitude qui me joint. Vas-y, je t'en prie. Je te remercie. Et l'offre d'emploi, ça donnerait quelque chose comme ça. Vous réaliserez à travers un métier dont l'image est dégradée et mal perçue. Vous bénéficiez d'une méthode de travail et d'outils inadaptés à vos missions. Vous connaîtrez les joies d'un équilibre vie privée et vie professionnelle précaire. Vous démontrerez une forte implication dans l'entreprise sans en attendre la moindre reconnaissance. Vous êtes l'interface stratégique avec les clients et vous devrez répondre à toutes leurs demandes. Vous êtes un spécialiste dans le secteur d'activité sans être considéré comme tel. Vous aurez droit à une intégration difficile car vos collègues vous connaîtront très peu. Vous serez le plus souvent seul pour faire face aux problèmes. Vous travaillerez avec une forte pression. Seul le chiffre sera votre raison d'être. Et enfin, vous bénéficierez d'un programme de formation de base. Alors la question que je pose, c'est qui va postuler à ce genre d'annonce? Pas moi. Hein. Non. Voilà. Ça donne pas envie une annonce comme ça. Et pourtant, c'est la réalité. Oui. Cet article a été, je l'avais publié également sur un réseau LinkedIn. J'ai eu plus de 9000 vues sur cet article, principalement issus dirigeants d'entreprises et de commerciaux en activité, et qui me disent c'est tout à fait ça. J'ai même eu des commentaires qui me disaient mais c'est le plus beau métier du monde, mais je ne veux plus le faire à cause de ces raisons-là. Alors moi, j'irais même plus loin parce que c'est vrai que la problématique aujourd'hui dans le métier de commercial, alors, il y a déjà le salarié, enfin la personne qui veut être commercial. Aujourd'hui, on voit cette course effrénée des entreprises à dire aux commerciaux, allez les gars, on y va, on ramène du chiffre, on a tel objectif ce mois-ci, et toi t'es à combien, et toi t'es à combien, allez les gars, on y va, quoi. Il y a une espèce de pression énorme chez les commerciaux qui est absolument affligeante parce que il y a des problèmes de burn-out, hein, ça bug là-dedans parce que les mecs ils en peuvent plus. Et puis il y a un manque réel de reconnaissance. Je crois que c'est dans ton article justement où tu parles de ça. Ouais. Aujourd'hui, les gens, ce qu'ils recherchent avant le salaire, et ça vaut pour les commerciaux, mais et pour tous les métiers de salariés, ce que les gens recherchent avant tout, c'est une analyse qui avait été faite, je me rappelle, j'avais lu ça aussi, où les gens recherchent avant tout de la reconnaissance. On est des êtres humains et ce qui nous intéresse, c'est d'être reconnus par notre hiérarchie, par nos pairs. Et si on n'a pas ça, quand bien même on pourrait gagner beaucoup d'argent, ce n'est pas suffisant. Et la problématique, elle est là aujourd'hui dans les entreprises. Parce que je reviens là-dessus, comment ça se fait qu'il y a 150 000 postes vacants de commerciaux? C'est parce qu'effectivement, les gens ne veulent plus rentrer dans ce système-là. Ils en ont marre de subir une pression énorme, qu'ils ne soient pas reconnus, qu'ils ne soient pas valorisés. Alors que pourtant, c'est quand même le commercial qui est le premier sur la ligne de front, qui ramène du pognon dans la boîte. Hein. Abraham Lincoln disait on peut avoir celui qui a la plus belle idée du monde et qui ne sait pas la vendre est aussi avancé que celui qui n'en a pas.
Et quelles que soient nos activités, on a besoin d'argent pour payer, ne serait-ce que déjà nos chers amis de l'État, pour nous payer, pour subvenir aux besoins de notre famille, et également pour pérenniser notre entreprise en faisant différents investissements. Donc l'argent, on en a besoin. Faut pas confondre l'argent et la cupidité. Moi, j'ai besoin d'argent pour développer mon entreprise. Par contre, j'ai pas besoin d'argent pour avoir de l'argent. Et c'est cette valeur qui change tout aujourd'hui, qui n'a pas été intégrée encore par beaucoup d'entreprises. C'est que dans les années 80-90, le leitmotiv du commercial, c'était la rémunération. Et j'étais bon si j'avais une grosse voiture, si j'avais un gros bulletin de salaire, etc. Aujourd'hui, c'est plus du tout ça. Alors, on a encore qui traîne. Mais aujourd'hui, on est dans une réalisation personnelle. Moi, j'ai envie de me réaliser comme ça. Et il y a plein de choses à changer dans les entreprises. Ne serait-ce déjà que les unités de mesure. On parle toujours de chiffre d'affaires. Mais à quel moment on parle de l'activité principale de l'entreprise? Et chacun doit, par rapport à son entreprise, trouver une vraie valeur et un vrai indicateur sur l'activité de mon entreprise. Et c'est pas le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires est une conséquence de mon activité. Je prends un exemple assez basique. Si on prend, alors, je suis basique et je vais être dans la caricature, donc je vais pas prendre une entreprise privée, je vais prendre une maîtresse d'école. La maîtresse d'école, chaque année, elle peut dire à la fin de l'année, tiens, j'avais 30 élèves au début de l'année, j'ai réussi à en faire passer 30 dans la classe supérieure. J'ai fait une super belle mission. Et le proviseur de dire, il y avait 300 élèves inscrits, sur les 300 élèves, 280 sont passés en classe supérieure. Bravo, messieurs les professeurs, vous permettez à des élèves de grandir et de se réaliser. Chacun, après, dans son entreprise, doit trouver ce levier, justement, qui a vraiment du sens. Et pour qu'au niveau des assemblées générales, des CODIR, et même vous, quand on vous dit qu'est-ce que vous avez fait cette année, ne plus répondre par un chiffre d'affaires, mais répondre par, voilà mon activité. Moi, cette année, j'ai permis à X entrepreneurs de savoir pitcher, présenter l'entreprise, réaliser des ventes et d'être périn. Donc, si à la fin de l'année, j'ai 40 entreprises qui, grâce à moi, sont pérennes, c'est super. Et moi, ça me suffit. Le chiffre d'affaires, c'est une conséquence. Si je fais bien mon travail, le chiffre d'affaires viendra. Je vais prendre pour appuyer ton discours. Je sais pas, Laurent, si tu es encore avec nous, mais parce que on parle de moi. Donc on va parler de toi. Je vais prendre toi comme exemple, si tu le permets, pour illustrer ce que tu viens de dire. Donc Laurent est dirigeant d'une entreprise qui fait de la domotique, donc notamment par rapport à la maison connectée. Et avant même pas se tromper d'objectif, c'est quoi mon objectif? Est-ce que c'est principalement ou essentiellement faire du chiffre d'affaires, ou est-ce que c'est apporter un vrai service à mes clients, c'est-à-dire leur permettre de leur faciliter la vie chez eux au travers d'une maison connectée, justement, donc leur simplifier la vie, de leur permettre de bénéficier comme ça de services grâce à cette maison connectée, ou est-ce que c'est juste, encore une fois, chercher absolument à vendre, donc de faire du chiffre? Le vendre pour faire du chiffre, ça marche pas, c'est du court-termiste. Ce qui nous intéressait dans le développement de notre entreprise, c'est d'être périn. C'est-à-dire que on bénéficie d'une bonne réputation, que ce soit dans la vraie vie, ce qu'on appelle le bouche-à-oreille, ou une e-réputation à travers les réseaux sociaux, etc. Là, dans le cadre de Laurent, il y a plusieurs leviers qui sont super intéressants. Le fait d'équiper ma maison en domotique va permettre à mes clients d'économiser de l'argent. Mais ça va permettre également, si je dépense moins d'électricité, si je dépense moins de gaz, etc., d'utiliser moins d'énergie, de sauver la planète. Laurent, à un moment, peut-être, essaye de mesurer combien d'arbres tu as pu sauver, ou combien de kilos de carbone tu as réussi à éviter d'être mis dans l'atmosphère, donc de nuire à la planète et donc à l'humanité. Et en fin d'année, dire, grâce à moi, il y a 150 arbres qui ont été sauvés. Grâce à moi, on a évité 5 tonnes, 10 tonnes, 25 tonnes de CO2 rejetés dans l'atmosphère. Ça, c'est quand même beaucoup plus valorisant pour tout le monde. Et du coup, quand on dira à Laurent, mais Laurent, qu'est-ce que tu fais? Moi, je sauve la planète. Tu sauves la planète, Laurent, mais comment tu fais pour sauver la planète? Eh ben, moi, grâce aux solutions que je mets en place, j'économise du CO2, etc., etc. Et donc, le discours change complètement, et l'intérêt que l'on va avoir pour Laurent va changer complètement, parce que lui, il aura pris une autre dimension.
c'est ça tous les secrets de ne pas vendre. C'est pour ça que c'est un bon exemple de s'appuyer sur Laurent. Laurent qui Merci dit, Laurent. Merci Laurent. Et Laurent qui nous dit, je fais 3 choses en même temps. Quand on est seul, maître à bord, effectivement, on fait même 3 choses, voire même peut-être même plus parfois. Mais... de repos, ouais, 3 choses. Mais c'est vrai que c'est intéressant de prendre cet exemple-là, parce qu'on est tous, de toute façon, dans cette problématique-là, de se dire, voilà, je suis chef d'entreprise, même si je suis dans une entreprise tout seul, hein, il n'y a que moi dans l'entreprise, voilà, qu'est-ce que je peux apporter en plus? Quelle est ma valeur ajoutée? Et plutôt que de courir absolument après l'argent, je reprends l'exemple sur les speed business que je peux faire, où parfois aussi on rencontre cette typologie de personnes où on sent très nettement qu'elle est là absolument pour vendre, pas du tout à l'écoute, et c'est assez pénible ce genre de personnage, parce que c'est vrai que du coup, voilà, quand c'est son tour, il est là, je vous vends mon truc, il faut absolument que vous achetiez, etc. Une fois que son tour est fini, il n'écoute pas ce que vous dites, ce que les uns et les autres disent d'ailleurs, et c'est absolument rédhibitoire ce type de comportement. Non, il faut vraiment être à l'écoute de ses clients potentiels et leur faire prendre conscience des bénéfices que notre activité peut leur apporter pour eux. Après, comme on dit, c'est le client qui choisit, il achète ou il achète pas. Dans tous les cas, vous aurez amené en fait votre métier sous un angle complètement différent, et je dirais même sous un angle écologique, au sens propre du terme. C'est-à-dire perdre le moins de temps possible dans la notion de vente. Ah, attention, ne casse pas tout. Olivier revient parmi nous. Olivier revient parmi nous. Alors, la fenêtre était ouverte pour transparent avec vous, mais on avait peur que ça fasse des bruits parasites. Alors Jean-Louis qui dit, ça fait 50 € Laurent, je peux faire crédit. Hervé qui dit des noms. Ben non, surtout pas de nom Hervé. Non, on n'est pas là pour balancer. On n'est pas là pour balancer, hein. Et donc ce changement de posture va vous transformer non plus en vendeur, mais j'apporte des services. Et c'est ça la règle de base du commerce aujourd'hui, et depuis la nuit des temps, c'est qu'à travers une transaction, je rends service à quelqu'un. J'ai besoin d'un marteau pour enfoncer un clou. Celui qui va me vendre le marteau, ben je le remercie. Parce que sans lui, j'aurais pas pu aller plus loin dans mon projet. Donc, il faut sortir vraiment toute cette culture issue de l'Antiquité, du dieu Mercure. Vendre, c'est pas beau. Mercure, c'était le dieu des voleurs, des voyageurs et des commerçants. D'accord. C'est comme ça que c'est resté. Alors, pour la petite histoire, une petite anecdote sur Mercure. Mercure, en vérité, c'était un plaisantin, parce que les commerciaux sont donc plaisantins, et il avait volé, je crois, un mouton dans un champ, mais il l'avait caché. Il n'avait pas volé pour son propre profit, il l'avait caché juste pour faire une blague. Donc, il l'a rendu, bien évidemment, en disant, regardez la bonne blague, et là, on lui dit, mais t'es un voleur. Donc, du coup, il se retrouve également dieu des voleurs. C'était important de remettre les choses en perspective. Et après, on a bien évidemment la religion catholique qui, elle, n'aime pas du tout l'argent. En tout cas, pas quand il est au Vatican. Mais ils n'aiment absolument pas l'argent. Et on se retrouve avec les vendeurs. Les vendeurs, c'est pas bien. Le sale argent, les ventes suspicieuses, etc., etc. Donc forcément, et on se retrouve. Et là, c'est une clé également qui est super importante. On se retrouvait dans les années 90 avec les commerciaux winners. C'est-à-dire que si le commercial est winner, on peut supposer que le customer est loser. Donc, si le vendeur est gagnant, l'acheteur est perdant. On ne peut pas construire des relations saines et durables sur un rapport de force. C'est comme dans un couple, c'est exactement pareil. Sauf s'il y en a qui aiment être tapés, mais généralement, non. On est au même niveau, on est d'égal à égal et on traite d'égal à égal. C'est le principe. Dans la vente, aujourd'hui, c'est exactement la même chose. Le vendeur n'a pas à être en dessous ou au-dessus de l'acheteur, de la même manière que l'acheteur ne doit pas être en dessous ou au-dessus du vendeur. Le but, quand on est acheteur ou qu'on est vendeur, c'est déjà de se mettre tout le monde
sur le même pied d'égalité. Et à partir du moment où on est sur le même pied d'égalité, là on peut commencer à construire. Donc ça ouvre les tiroirs, co-construction, etc. Mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est qu'il faut faire des business qui sont gagnant-gagnant. Je ne fais pas de business si moi je suis perdant, et l'acheteur ne doit pas faire de business si lui il est perdant. C'est une relation gagnant-gagnant. Ça peut pas être autrement. Alors du coup, quand on est chef d'entreprise, je pense là par rapport à notamment à ceux qui nous écoutent, on est tous plus ou moins seuls à diriger l'entreprise. On n'a pas une équipe de commerciaux autour de nous qui nous permettent donc de pouvoir aller chercher le client. Quelles pourraient être comment dirais-je, les astuces qui pour leur permettre de vendre sans vendre, pour reprendre ton... Du coup, c'est partir sur, on va passer de la posture de solliciter à susciter l'intérêt. D'accord. Hein, c'est exactement ce que tu disais tout à l'heure dans ton pitch. Moi, fréquemment, je fais à des speed meetings et je vois des pitchs. Quand je vois quelqu'un qui me dit voilà, moi je fais ça, mais alors surtout je ne fais pas ça, je ne fais pas ça, je ne fais pas ça, et qui passe 1 minute 30 à nous dire ce qu'il fait pas, ben c'est dommage, mais il a absolument pas attiré ma curiosité, et j'ai pas envie d'aller plus loin avec lui, puisque je sais qu'il fait pas. En plus, il a ancré le fait qu'il faisait pas, quoi. Donc c'est très dur pour moi. Donc c'est vraiment être fier de ce qu'on fait, se rappeler pourquoi un jour si on a planté son drapeau d'entreprise en disant voilà, moi aujourd'hui je vais m'appeler ça et je le fais, c'est pour une raison. Hein, c'est pas uniquement pour gagner de l'argent. Gagner de l'argent, c'est une conséquence. Si je fais bien mon travail, forcément, j'aurai une rémunération. Si je cours après la rémunération, je ferai pas de travail. Donc, je peaufine mon travail, je suis un bon spécialiste, et après, faut que j'arrive à m'arranger avec le temps pour organiser mon temps et être efficient au niveau commercial. C'est-à-dire que j'arrête d'appeler des listes, j'arrête d'appeler des noms de gens qui ne me connaissent pas, que je n'intéresse pas, et c'est à eux de m'appeler. Alors, il y a plusieurs choses là dans ce que tu viens de dire. Ouais, il y a plein de choses. Là, il y a plein de choses. Là, attention. Je sais pas si vous avez suivi, mais c'est puissant là ce qu'il vient de dire. C'est puissant. Je m'explique. Première chose, savoir pitcher correctement. Ouais, c'est indispensable. Deuxième chose, savoir organiser son temps correctement. Encore plus indispensable. Mais oui. Et puis la troisième chose, c'était d'être efficient. D'être efficient. D'être efficient. L'objectif, c'est que 80% de vos prospects deviennent vos clients. C'est l'objectif que vous devez vous fixer. Et sans pour autant dire, je veux plus de prospects. Non, je veux continuer à avoir des prospects, mais c'est pas moi qui vais les chasser, c'est eux qui vont venir vers moi. Ils vont venir vers moi parce que ils ont identifié que j'étais l'une des personnes les plus qualifiées pour répondre à leurs problématiques. Donc, ils se disent, non, c'est cette personne, c'est avec lui que j'ai envie de travailler. Et à aucun moment, à ce moment-là, on a encore parlé du prix. Le prix, c'est une barbe. C'est une fausse barbe, le prix. Absolument. Si moi, j'ai envie de voyager en Porsche, je sais que je vais payer plus cher qu'une de chevaux. Mais j'ai envie de voyager en Porsche. Donc, je vais m'acheter une Porsche, je suis prêt à faire cet effort. Si au contraire je voyage en 2 chevaux, ça me coûtera beaucoup moins cher. Mais je me dis, tiens, je vais prendre une 2 chevaux, ça me coûte moins cher, etc. Mais est-ce que ça va répondre à mes besoins? J'en sais rien. D'une manière générale, faut jamais dévaloriser vos prix. Dévaloriser vos prix, c'est dévaloriser votre prestation. Ça, c'est super important. Donc, vos prix doivent être faits justement et ne pas se dire, tiens, j'ai trouvé une vache à lait, lui, je vais pouvoir me mettre plein. Non, respectez vos clients. Un client satisfait... Moi, je dirais, respectez-vous d'abord. Votre travail, votre savoir-faire, vos compétences, ça a une valeur. Et il ne faut surtout pas la sous-estimer. Le prix auquel vous vendez vos prestations, c'est un juste prix que vous avez étudié, analysé. Et il est hors de question de le dévaloriser. Si vous avez une prestation qui vaut 500 €, elle vaut 500 €. N'allez pas chez votre client en disant, voilà, ça coûte 500 €, mais pour vous, je vous le fais à 200. Sans que le client ait dit quoi que ce soit. Ça, c'est surtout pas à faire, quoi. Ça vaut 500 €, ça coûte 500 €, point barre, quoi. Il n'y a pas de discussion possible. Le client, encore une fois, faut arriver à faire en sorte, si j'ai retenu ce que tu as dit,
c'est que c'est pas le prix qui va acheter, c'est la compétence, c'est le savoir-faire. Donc c'est la confiance. Donc la confiance. C'est ça. Quels que soient les discours, les argumentaires, le secteur, la seule chose et la première chose à faire, et il faut savoir y passer son temps et mettre les moyens nécessaires, c'est comme une maison, il faut faire des bonnes fondations, et la fondation d'une relation client, c'est d'abord basé sur la confiance. Quand quelqu'un a confiance, on peut l'emmener au bout du monde. On a des clients qui m'ont dit, mais ouais, je signe les yeux fermés, je te fais confiance. Et j'aurais pu leur mettre des faux documents à ce moment-là, me faire plaisir, etc. Mais j'aurais cassé leur confiance. Et une fois que la confiance est trahie, là, il n'y a plus rien à faire. Ah, là, c'est moche. Donc, bien travailler sur la confiance. Quand on a la confiance, on peut emmener les gens au bout du monde. Moi, j'ai eu différents managers dans ma vie. Il y en a qui auraient pu me dire, et qu'ils soient hommes ou femmes, hein, qu'importe le sexe, qui auraient pu me dire, tiens, Olivier, on va à l'autre bout du monde. Je sais pas ce qu'on va faire, mais on va faire un truc de génial. J'ai suivi les yeux fermés. D'autres me disaient, tiens Olivier, on va aller à l'autre bout de la France, on va faire ça avec un PowerPoint, des plans, des business projets, etc. Et je leur disais, je peux pas, j'ai piscine. Non, parce que j'avais pas confiance. Je savais qu'on allait se casser la figure, malgré son plan, machin chose, etc. Et peut-être même si c'est pas casser la figure, moi j'avais pas confiance. Si j'ai pas confiance, j'y vais pas. C'est la règle de base de toute relation. C'est comme dans un couple. S'il n'y a pas la confiance, l'ambiance est plutôt mauvaise. Et je vais en profiter pour revenir sur des choses que j'ai déjà dites dans des lives précédents, notamment au travers de la communication digitale. Pour instaurer la confiance, il y a 2-3 petites astuces, si je puis dire, mais déjà avoir un site internet sur lequel il y a des informations suffisamment claires et précises sur ce que vous faites et qui vous êtes. Hein, je vais pas revenir dans le détail là maintenant ce soir, mais voilà, déjà avoir un site internet clair et précis, être présent sur les réseaux sociaux, et puis aussi utiliser la vidéo pour vous mettre en avant et montrer vos produits, vos prestations, vos services, parce que c'est vrai que quelqu'un qui va voir une vidéo dans laquelle vous allez montrer vos produits et vos services, déjà par ce moyen-là, vous allez créer cette confiance. Alors, entendons-nous bien, ce qui est important, c'est pas de tomber dans une diarrhée technique en disant, voilà, moi je fais ça, je suis énorme, machin, surtout chose, etc. Ce qui est important, c'est parler du bénéfice client. Voilà ce qui a permis la réalisation. J'ai rencontré telle personne, je lui ai appris à pitcher, maintenant il sait se présenter et son carnet de commandes, son téléphone commence à sonner. Ça, c'est des vraies réalisations. Là, il y a le bénéfice client et on comprend. Tomber dans le technique, ça marche pas. Il y a une règle également qui est super importante à savoir. C'était une chanson dans les années 60. Dans les années 60. Quand j'entends siffler le train. Presque. C'est pas tout à fait celle-là, mais presque. Et il y avait une chanson qui disait, parlez-moi de moi, il n'y a que moi qui m'intéresse. Et ça, c'est également une clé que je vous donne ce soir. Les gens veulent qu'on parle d'eux. Ils veulent pas qu'on parle de vous. Donc, quand je suis en face de quelqu'un, et là c'est pareil, on casse l'image de nos amis Jean-Claude Convenant et Bernard Tapie. Quand je suis en face d'un client, généralement, je parle 20% du temps. Les 80% du temps, c'est mon client qui parle. Parce que moi, ça me permet de mieux comprendre son besoin. Imaginez, vous allez chez un docteur. Le docteur, il vous regarde et il vous dit, ok, vous avez mal où? J'ai mal à la tête. Ah, très bien. Et là, il vous fait une ordonnance, voire une double ordonnance, et il vous dit au revoir. Ok, vous avez des médicaments, parce qu'on lui a dit au médecin, faut lui donner des médicaments, sinon le patient a l'impression d'être mal soigné. Non, c'est faux. Faut arrêter de prendre les patients, et donc nos clients pour des imbéciles. Le client, il sait réfléchir. Il suffit juste de lui expliquer les choses. Pour pouvoir lui expliquer, il faut pouvoir comprendre sa position. Moi, un médecin qui me dit déshabillez-vous, vous avez mal où, vous avez mal à la tête, ok, on regarde la tête, on regarde les yeux, on regarde les bras, on regarde les pieds, on regarde la colonne vertébrale, etc. Et à la fin, il me dit tiens, Olivier, couche-toi tôt ce soir, prends un bol de soupe et une bonne tisane demain matin. Dans 2 jours, ça ira mieux. Moi, j'ai confiance. Et autant j'irai pas acheter l'annuaire de médicaments que m'a prescrit le premier médecin, alors que le deuxième médecin, non, moi ça me va tout à fait parce qu'il a compris ce que j'avais et donc il va me soigner correctement.
Et voire même, selon nos activités, la clé, ça va être de co-construire avec le client la solution. Et une fois que vous avez co-construit une solution avec un client, la concurrence, elle peut arriver et taper à la porte, ils y rentreront pas. Donc, ça fait également partie des clés, parce qu'on veut une solution sur mesure. Moi, je veux pas la casquette de Christophe Train. Dommage, elle est bien, hein. Elle est jolie. Moi, j'ai une casquette avec Chukansel. Ah bah oui, c'est mieux. Alors, est-ce que vous avez des questions? Profitez-en là pour poser vos questions à Olivier qui est présent avec nous ce soir. Alors, je rebondissais sur le prix en attendant qu'il rédige les questions. Oui. Y a rien de pire que quand on remet une proposition commerciale et qu'on dit tenez, voilà ma proposition commerciale, voilà mon devis, mais je peux faire moins si ça vous... Mais on peut faire moins, on peut s'entendre sur le prix. Là, le message qu'on envoie au client, c'est dire, moi je vous ai fait un prix, mais on peut le baisser, il n'y a pas de souci. Et là, on ne crée pas la confiance. Ah, c'est clair. Parce que là, du coup, on se dit, mais attends, tu me l'as fait plus cher, mais alors moi, je vais négocier tant, quelqu'un d'autre va négocier. Finalement, ton tarif, il est pas clair. Je me souviens c'était un speed dating, et une personne qui est mise en avant par l'organisateur, qui dit, voilà, je voudrais vous présenter, machin. Et la personne, alors je sais même plus, parce que ça, c'est le deuxième effet qui se coule d'un pitch raté, c'est qu'on ne se souvient pas de toi. Je me souviens même plus de l'activité ni du nom de la personne, mais je me souviens qu'elle avait commencé la présentation. Voilà, moi je fais ci, moi je fais ça. Et pour ceux qui sont là aujourd'hui, si vous me prenez, si vous faites affaire avec moi, je vous fais moins 50%. Okay, moins 10% pour faire plaisir à l'organisateur, ça se comprend. Moins 50%. C'est trop. Moins 50%. Alors moi je comprends deux choses. Quand on me dit moins 50%, la première chose je me dis, oh t'es super à l'arrache sur ton chiffre et t'as vraiment besoin d'argent pour manger. Et donc, qu'en est-il réellement de la qualité du service que tu vas me donner? Ouais. Et la deuxième chose que je me dis, mais tes tarifs ils sont surélevés et tu vas me faire 50% la prochaine fois, mais finalement 50% c'est le bon prix. Et peut-être même que je peux négocier les 50%. Ah bah moi je suis client, je renégocie encore derrière. On est d'accord. Alors que la prestation, elle avait peut-être le prix qui était affiché au départ. Ah bah forcément, par défaut, si la personne propose 1000 euros sa prestation, ça vaut 1000 euros, quoi. Il y a pas... Et pour casser une dernière fois le mythe du prix, les téléphones qui se vendent plus dans le monde, sont pas les téléphones bas de gamme, c'est les iPhones. C'est quand même des téléphones qui valent selon les modèles entre 700 et 1300 euros. Ouais. On est entre plus d'un demi-SMIC à plus d'un SMIC pour un téléphone. Et c'est ce qui se vend le plus au monde. Ouais. Donc le prix n'est pas un souci. Mais ce que je vais faire avec, ça m'intéresse. Bah, les services, les bénéfices que je vais pouvoir retirer de ce type d'appareil, c'est sûr que c'est ce que je regarde en premier, quoi. On est d'accord. Et c'est pas le prix. Mais non. De la même manière, pour être un peu plus fun, je veux dire, si je décide de partir à l'île Maurice, parce que ça m'intéresse, ça me plaît, je cherche du soleil, le sable blanc, le lagon, enfin, dans l'absolu, peu importe le prix. On s'en fout. Ouais. on est sur un rêve. Mais oui. Et souvenez-vous bien, il y a un vieux dicton qui dit le prix s'oublie, la qualité reste. Et à pas confondre avec la qualité s'oublie et le prix reste. C'est-à-dire que si je fais une prestation de qualité, on ne se souviendra même plus du prix que je l'ai vendu, mais on se souviendra que ce sera une prestation de qualité, que c'était un produit de qualité, etc., etc. À l'inverse, si j'ai une mauvaise prestation, ça sera toujours trop cher. De la même manière, quand c'est pas cher, c'est trop cher. On veut tous acheter le moins cher possible, parce qu'on veut pas se faire avoir par les vendeurs, j'en passe et des meilleurs. Si j'achète quelque chose de pas cher, il y a de fortes chances que mon stylo arrête d'écrire au bout de 2 pages, et donc du coup je suis obligé de racheter un stylo. Donc je vais pas racheter le même, je vais racheter un plus cher. Donc j'aurais mieux fait d'acheter le plus cher tout de suite, ça m'aurait économisé le coût de l'achat du stylo pas cher. Donc le pas cher est toujours trop cher. Souvenez-vous-en, et vous ne bradez pas vos services. On n'est pas des soldeurs où on a tout un stock qu'il faut évacuer avant la fin du mois parce qu'on a la nouvelle collection qui arrive. Non, si on vend du service, si on vend des produits. Tu parlais de Laurent tout à l'heure avec ses maisons connectées. Il a juste de quoi se faire plaisir. Parce qu'il carrément. Il vend du confort, il vend l'idéal, il vend du rêve. Et oui, c'est chouette de partir de chez soi, de son bureau, de connecter sur son téléphone, d'arriver
la maison est chauffée comme il faut, la machine à laver est partie. En fait, je sais pas tout ce qu'on peut faire avec la domotique aujourd'hui. Là, Laurent est le spécialiste ce soir là-dessus. Mais oui, c'est ça qu'il faut retenir. Ne parlez pas du prix. Le prix, c'est une fausse barbe. C'est clair. Si j'ai un client potentiel qui commence par démarrer la discussion en disant combien ça coûte. Non. On peut donner des échelles. Hein, c'est normal que moi j'ai besoin d'acheter une voiture. Je vais regarder à peu près le prix des voitures qui vont correspondre. Et je sais que ce type de voiture, ça va avoir à peu près 10 000 euros. Ok. Mais ça me donne une échelle. Hein. Tu as raison. Alors là, pour le coup, concernant les voitures par exemple, parce que c'est un très bon exemple, hein, on en revient exactement à la même chose que tu évoquais tout à l'heure. C'est quels sont les avantages que je vais avoir en achetant tel type de véhicule et comment le vendeur va arriver à me faire rêver autour de ça sans même me parler de prix. Oui. Moi, je vois la dernière voiture là que je me suis achetée, c'était un peu cette problématique-là. J'avais un budget évidemment dans ma tête, quoi. Mais c'est vrai que quand le vendeur m'a dit, voilà, ce véhicule-là, il y a telle fonctionnalité, machin, etc. La personne avait pris au préalable le temps de m'écouter un petit peu quand même pour essayer de cerner un petit peu mes besoins, ce que je recherche, etc. Et à l'arrière en me disant, voilà, il y a un véhicule là qui est pas mal par rapport à ce que vous m'avez dit tout à l'heure. Voilà, il a tel avantage, il a telle fonctionnalité dans le véhicule. Je pense que ça répond un peu à votre besoin. Ouais. Et il coûte tant. Ah. Comment je vais dire ça à ma femme? Mais finalement, il avait réussi à me convaincre, hein, quand même. Hein. Et on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est 80% d'écoute et 20% de. C'est ça, c'est là-dessus que je voulais en venir. De parler, c'est le plus important. Il y a un mentor chez tous les commerciaux qui s'appelle Michael Aguilar. Il a écrit plusieurs bouquins, il fait des conférences. Et j'ai échangé dernièrement avec lui et il me disait. Il a fait un bouquin il y a quelques années qui s'appelait Vendeur d'élite et pendant un an, il a suivi les meilleurs vendeurs des entreprises du CAC 40. Donc il passait une semaine avec chacun des vendeurs pour voir quels étaient leurs trucs, leurs astuces, etc., etc. Et il m'a raconté l'histoire de Renault. Donc on reste dans l'univers. Renault le chanteur. Renault le chanteur. Alors les voitures, on reste dans l'univers automobile. Il va voir le vendeur. Il suit pendant une phase de vente. Et il a noté, il avait posé 41 questions. 41 questions pour vendre une voiture. Alors que ses collègues posaient en général 4 ou 5 questions, pas plus. Lui, il posait 41 questions. Pourquoi vous aviez quoi comme voiture avant? J'avais une Citroën. Ah, et qu'est-ce qui vous plaisait chez Citroën? Et ça, pourquoi ça vous plaisait? Ah, et pourquoi vous voulez envisager de venir chez Renault plutôt que chez Citroën? Et on pose des questions et on s'intéresse vraiment aux clients. Et c'est là où il y a la connexion qui va se faire entre le vendeur et le client. C'est qu'à un moment, à force de lui poser des questions, il va comprendre qu'on le comprend. Et nous, on va le comprendre. Et quand on est en phase, déjà le client n'a plus forcément envie d'expliquer la même chose aux vendeurs qui vont arriver après. Ouais. Hein, donc on a déjà un petit peu évacué la concurrence. Et à travers nos questions, on a montré notre expertise. Ouais. Et à aucun moment on lui a dit on est les meilleurs. Non. Et on va pouvoir lui dire, ça tombe bien parce que vous êtes sensible à ça, notre voiture va vous permettre d'avoir ça. Et on va répondre à ses besoins. Et avec le langage qu'il va avoir. Et ça c'est un point qui est important aujourd'hui sur le changement des commerciaux. C'est que nos amis Jean-Claude Convenant, c'était les requins de la vente. Hein, on arrivait, il y avait l'acheteur, c'était la sardine dans la Méditerranée, et le requin il est arrivé, il en faisait qu'une bouchée, et c'était commercial winner. Non, aujourd'hui on veut des caméléons. Aujourd'hui c'est je sais m'adapter au client. C'est plus au client de s'adapter à mon offre, c'est à mon offre de s'adapter au client. Les technologies le permettent, que ce soit les technologies de l'information, les réseaux sociaux, Internet, etc., mais également les efforts considérables qui ont été faits au niveau de la production. Aujourd'hui, on vend avant de produire. Hein, Ford, lui, avait réussi à créer plein de voitures, mais après il fallait qu'il les vende. Là aujourd'hui, on vend des voitures et après on les produit. Ce qui permet d'avoir d'ailleurs des solutions hyper personnalisées. J'ai eu une publicité récemment sur une voiture où il proposait 33 personnalisations différentes.
Waouh. Entre les couleurs, les jantes, machin chose, etc. Donc, évidemment, au niveau du stock, on peut pas avoir des quantités avec autant de différences sur un même modèle. Donc, non. Vous passez votre commande et on va intégrer ça dans les chaînes de production. Les gens, ils savent super bien faire. Il y a des ingénieurs derrière, il y a des vraies chaînes logistiques. On est vraiment sur du haut niveau. Et aujourd'hui, je peux avoir ma voiture hyper personnalisée dans les mêmes délais que ce que j'avais il y a quelques années. Alors que ma voiture n'était pas du tout personnalisée. Donc ça change tout. Et donc, on en revient, on se mord la queue systématiquement. Si je puis dire. Laurent qui dit, pourtant, on dit que le client n'est plus fidèle. Hervé qui répond, qui dit, surtout que démarrer ainsi fixe une base de départ de négociation à moins 50% pour les téléphones. Et Sylvie qui dit, c'est vraiment un problème de crédibilité. Ouais. Alors, on a un problème de fidélisation des clients, un problème de tarification à moins 50 et un souci de crédibilité. Alors, les moins 50, j'ai pas très bien compris la question. C'était par rapport à ce que tu disais, la personne qui démarrait avec une proposition à moins 50. Ça sert à rien, c'est ridicule. Ce que dit Sylvie sur la crédibilité, ouais. C'est exactement ça. Sylvie, c'est la confiance. C'est si j'ai pas créé la confiance, et c'est pas uniquement en face à face, c'est après avec tous les réseaux sociaux qu'il y a derrière. Ouais. Aujourd'hui, tout le monde peut noter tout le monde. Si sur ma page Facebook, si sur mon LinkedIn ou sur mon site, j'ai des mauvais commentaires ou des commentaires peu engageants, je vais pas créer la confiance. C'est clair. De la même manière, ça nous oblige quelque part aussi à demander autre chose à notre client. C'est non seulement on réalise la prestation, mais si tu es content de la prestation, surtout si tu es content de la prestation, fais-le savoir. Fais-le savoir parce que si tu es content de ce que j'ai fait pour toi, d'autres seront contents de ce que j'ai fait pour toi, de ce que je ferai pour eux. Et ça sera grâce à toi. Ouais. Et faut vraiment se dire, faut arrêter de vouloir vendre. Et une autre question à se poser, c'est, et si je ne vends pas, qu'est-ce qui se passe? Et là, je parle pas pour le vendeur, où je vais pas avoir de chiffres, etc. Non, pour le client. Si Christophe a besoin d'une voiture pour aller de chez lui à Orléans, et que j'ose pas lui vendre, je suis pas assez agressif, je pose pas les bonnes questions, etc., etc. Qu'est-ce qui se passe si j'arrive pas moi à lui vendre la voiture? J'ai pas résolu son problème, donc il va repartir frustré. Et si c'est pas moi qui l'ai résolu, c'est un autre qui va le résoudre à ma place. L'autre, il va peut-être lui faire à l'envers. Moi, je sais que je vais pas lui faire à l'envers. Que mon offre, elle est bien. Et donc, faut vraiment être persuadé que ce que j'offre à Christophe ou aux autres, c'est vraiment la meilleure solution pour lui. Et si moi, j'en suis pas persuadé, à ce moment-là, je ne lui vends pas. C'est important. Il faut savoir dire non aussi à la vente. C'est-à-dire que avec tout ce qu'on a vu, le fait que aujourd'hui on peut dire tiens, Christophe il est bien, Christophe il est pas bien, etc. Et ça sur ce sur quoi tu as très peu de contrôle. Donc va vraiment falloir se dire Christophe, moi je vais t'aider. Et si je ne t'aide pas, je ne sais pas qui va pouvoir le faire à ma place. Et si moi j'ai pas les capacités de t'aider, je te le dis. Non, ça Christophe, ce que tu me demandes, je sais pas faire. Par contre, je connais quelqu'un qui sait faire. À ce moment-là, je l'oriente. Ça me permet de créer des réseaux d'affaires, etc. Mais si je ne sais pas faire ou si je sais mal faire, je le dis. C'est franchement, effectivement, c'est un mode de fonctionnement que j'utilise. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus honnête de dire au client, écoutez, ça, c'est en dehors de mon champ de compétences, je sais pas faire. Par contre, je connais quelqu'un qui peut répondre à votre besoin sans aucun souci, je peux vous le recommander, il y a pas de problème. Le client appréciera d'autant plus si vous fonctionnez de cette manière-là, plutôt que de dire oui à tout, et finalement vous allez mal faire, et finalement le client va être déçu, mécontent, et en termes de crédibilité, pour rejoindre ce que disait Sylvie il y a quelques minutes, là ça va en prendre un coup. Votre crédibilité va en prendre un coup. Donc il faut être capable de savoir dire non aussi parfois. C'est super important. Quand on est en relation avec un client, et c'est pour ça que je parle vraiment de business gagnant-gagnant, il faut toujours avoir dans sa tête un feu rouge et un feu vert. Un feu vert pour dire ok on y va, et un feu rouge qui dit stop, on arrête la vente. Si à un moment
les valeurs de la personne, les attentes de la personne que j'ai en face de moi ne correspondent pas avec ce que je lui propose, que ce soit au niveau du prix, que ce soit au niveau du service, à n'importe quel niveau, à un moment je dis on arrête. Et excusez-moi monsieur, mais je ne sais pas faire. Ce qui vous évite de passer, on parlait d'efficience tout à l'heure, ce qui vous évite de passer du temps avec des mauvais clients qui vont faire beaucoup travailler et finalement pas forcément travailler d'une manière rémunérée. Ouais, je vais vous demander 4, 5, 6 devis et puis au final, ben non, ça marche pas, je le fais pas. Vous avez passé énormément de temps avec lui pour rien. Si dès le début vous vous apercevez après le premier ou le deuxième rendez-vous que de toute façon il veut s'acheter une Porsche mais il a les moyens de s'acheter une 2 chevaux, à un moment, non, monsieur, je suis désolé, moi je peux rien faire pour vous, je suis pas la bonne personne. Au revoir monsieur. Et je perds pas de temps et je peux me consacrer à ce moment-là sur des clients qui valent le coup. Donc toujours avoir dans sa tête ce go no go, je continue ou je n'y vais pas. Et jusqu'au moment où de toute façon c'est du go des deux côtés et on fait une super belle affaire. Et les clients sont contents et nous on est contents parce qu'on se fait plaisir. Absolument. Faut pas oublier, et derrière tout ça, je le répète, c'est important, c'est pas la cupidité pour avoir de l'argent, c'est vraiment, je me fais plaisir parce que j'ai mon rôle dans la société, j'ai réussi à créer ma boîte, j'y donne du sens et je rencontre en face des gens que j'aide et ça, c'est ça ma vraie satisfaction au quotidien. En tout cas, c'est à travers les entrepreneurs que moi je rencontre tout au long de l'année, c'est le message qui ressort. On crée pas une boîte pour gagner de l'argent, on veut de l'argent pour vivre, pérenniser son entreprise, etc. Mais la première motivation, c'est pas je vais créer une entreprise pour gagner de l'argent. Et l'un des exemples les plus flagrants, c'est le nombre de quinquas et de quadras qui étaient dans des grands groupes, qui se disent non, à 40, 45 ans, 50 ans, non, c'est bon, je quitte mon grand groupe avec tous mes avantages, etc. Mais je veux avoir une vraie vie, pouvoir m'occuper de ma vie de famille, etc. Et donc je vais créer mon entreprise. Quel que soit le secteur, quelle que soit l'activité, etc. Ils ne recherchent pas de l'argent. Ils veulent l'argent pour vivre, mais ça, on en a tous besoin. L'argent apporte une certaine liberté pour faire des choses, mais c'est pas une fin en soi. C'est absolument pas une fin en soi. L'argent, c'est vraiment une conséquence. Et donc, si je pense bien à mon produit, moi, je vais rencontrer mon marché. Si je rencontre pas mon marché, c'est que mon produit n'est pas adapté. Donc, je modifie mon produit. C'est pour ça qu'il faut être très à l'écoute de ce que nous disent les clients ou les prospects et qui nous disent non, mais ça c'est trop cher. Votre produit m'intéresse bien, mais c'est trop cher pour moi. C'est trop cher pour vous. C'est pas la prestation qui est trop chère, c'est trop cher par rapport à son budget. Donc, est-ce que j'ai moyen de lui faciliter les paiements? Est-ce que j'ai moyen de faire quelque chose sans pour autant réduire le coût de ma prestation ou la valeur ajoutée que je vais apporter, mais tourner différemment pour que justement, peut-être, voilà, moi, par exemple dans la formation, je vais vous apprendre à pitcher, vous voulez apprendre à pitcher, ça va vous coûter tant, non, c'est trop cher. Alors, écoutez, si vous trouvez une autre personne qui vient pitcher avec vous, à ce moment-là, moi, sur la prestation, je fais un effort, ça vous coûtera moins cher à tous les deux. Je vais trouver des solutions. C'est pas pour ça que je vais réduire mon prix, pour autant. Donc à chaque fois, c'est trouver les bonnes raisons aux clients qui nous fassent confiance et que nous, on se fasse plaisir. Absolument. Et il n'y a rien de plus facile que de vendre quand vous avez plaisir. Et il n'y a rien de plus difficile de vendre quand vous devez gagner de l'argent. Ouais, parce que là, on devient inquiet, anxieux, angoissé. Et ça se voit tout de suite. Et ça se voit tout de suite. Tout de suite. Quelqu'un qui est angoissé parce qu'il a besoin d'argent pour vivre, ce qui est normal, hein. On est là quand même pour gagner aussi de l'argent, mais c'est vrai que quelqu'un qui est obnubilé par ça, ça se voit immédiatement. Ça se voit immédiatement. Donc, alors attends, parce qu'il y a des petites questions. Donc, cool, Hervé qui nous parle, l'affirmation sur l'iPhone, le téléphone le plus vendu, était erronée. Peut-être. La Sylvie qui nous dit la logique veut que lorsqu'on crée sa société, c'est d'abord un projet de réalisation et de passion, de faire les choses autrement au bénéfice des clients plutôt que des actionnaires. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Sylvie, c'est vrai. Je pense qu'on est en phase, Sylvie. On est totalement en phase. On est totalement en phase, effectivement. C'est avant tout créer sa société, c'est effectivement un souhait de se réaliser, de s'épanouir, de grandir, d'avancer. Enfin, plus simplement, je parle effectivement pour le coup d'épanouissement. Ça, c'est créer sa boîte uniquement dans l'idée de gagner de l'argent. Enfin, moi, je vois pas
personnellement l'intérêt. Je sais pas vous qui regardez ce live, mais moi c'est vrai que personnellement, mais attention, je suis entièrement d'accord avec ce qui est dit, hein, c'est ce qu'on vient de dire, mais on n'est pas au pays des bisounours non plus. C'est qu'à un moment, moi, mon compte en banque, faut que j'arrive à le créditer. On est bien d'accord. Faut que j'arrive à réaliser des ventes, etc., tout en me faisant plaisir et sans me retrouver dans une posture où faut que je vende pour vendre. Donc, on n'est pas au pays des oui bisounours, etc. On a nos prestations, c'est pour un marché, on est là pour se faire plaisir. La conséquence est d'avoir un revenu issu de nos activités et si on peut également pouvoir investir pour le futur. Ah oui, c'est essentiel. Hein. Ça reste important. Alors moi, ce que je dis plus simplement, simplement, on est dans le monde associatif. Oui, oui, effectivement. Ouais. Mais c'est pas l'idée pour le coup. Moi, je formule ça de manière différente, c'est-à-dire que quand on me posait la question il y a quelques années de savoir ce que je faisais, etc. C'était quoi mon objectif de vie, c'était quoi le plus important en fait dans la vie, est-ce que c'était gagner de l'argent par exemple? Et pour répondre à ça, moi je disais, vous savez, pour moi ce qui est essentiel dans la vie, il y a une différence entre ce qui est essentiel et ce qui est important. Pour moi ce qui est essentiel c'est d'être heureux, ce qui est important c'est éventuellement gagner de l'argent. Et pour simplifier les choses, moi je dis l'argent, il est pas là, il est dans mon portefeuille, dans ma poche. Parce que c'est important d'avoir son portefeuille avec de l'argent dedans, mais dans la poche. Et là, j'ai tout autre chose. Tout à fait. Et là, c'est la place du cœur, c'est pas là. Là, c'est la place du cœur. Absolument, faut pas se tromper. Tu me fais penser à John Lennon. Quand il était gamin à l'école, son prof lui pose une question et qui pose une question à l'ensemble de la classe. Il dit qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? Et John Lennon répond je veux être heureux. Le prof lui répond mais t'as pas compris la question. John Lennon répond t'as pas compris la vie. Et ça c'est important. Mais après on est sur des valeurs et les choses sont beaucoup plus faciles quand on est sur des valeurs. Et des valeurs vécues, pas des valeurs affichées. Oui. Pas de choses superficielles. Non. Faut que ça reste authentique. De toute façon, dans toutes les relations humaines, si on veut que ce soit pérenne, faut que ce soit authentique et sincère. Et aujourd'hui, le consommateur recherche de la transparence également. Absolument. Si j'ai un problème et je le communique à mon client. Je suis désolé, on avait prévu que vous livrez ça, mais il y a les neiges, machin chose, on peut vous livrer que demain. Excusez-nous. Plutôt que de dire non, attendez, c'est le bon de commande, machin. Non, ça marche pas. Faut de la transparence. Et quand on s'est planté, il faut dire on s'est planté. Voilà, on n'est pas parfait, on peut parfois commettre des erreurs, ça arrive à tout le monde, on est humain, mais la meilleure façon d'appréhender ce genre de situation, c'est de l'avouer, de l'assumer, et puis de dire écoutez, voilà, je me suis planté là sur ce coup-là, écoutez, ce que je vais faire, on va essayer de faire autre chose, je vais vous faire un geste, enfin, voilà, trouver des solutions qui soient satisfaisantes pour le client, et qui en même temps vous permettent de montrer au client que vous êtes sincère, quoi, que vous cherchez pas à lui faire l'histoire à l'envers, et puis surtout vous défilez en disant c'est pas ma faute, c'est la faute de l'autre, quoi, parce que ça on l'a entendu aussi plein de fois. Trop souvent. Hein. On se défile, c'est pas moi, c'est l'autre. Oui, mais non, on reconnaît quand même que tu t'es planté, là. Sois honnête, quoi, 2 minutes, quoi. Et j'irai même plus loin, il faut avoir cette même transparence aussi bien vis-à-vis de ses clients, de ses collaborateurs que de ses fournisseurs. Absolument. Il y a rien de pire pour un fournisseur d'entendre oui, mais j'ai posté le chèque. On sait tous que le chèque n'est pas posté. Non. Je vous passe la commande et je vous assure ça marche très bien. Je vous passe la commande, mais sachez que cette commande-là, ça va me générer un chiffre d'affaires que je vais avoir que dans 2 mois. Je pourrai vous régler que à partir de ce moment-là. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce deal ou pas? Ouais. À partir du moment où le deal est passé dès le début, ça pose plus de soucis. Hein, et on prend parce que nos fournisseurs en ont besoin autant que nos clients. Là aujourd'hui, on travaille avec Orange qui nous fournit le débit, etc. Si je me fâche avec Orange, la prochaine fois, on peut plus le faire. Et même si on a une super bonne idée, du coup, elle est bloquée. Donc, jouer la transparence et être respectueux vis-à-vis de ses collaborateurs, de ses clients et de ses fournisseurs. Et clairement, ça marche super bien et on est heureux. On est heureux. Alors, est-ce que vous avez une petite question, une dernière question à poser, parce qu'on va bientôt terminer ce super live. En tout cas, ça m'a fait plaisir de partager ce moment avec toi, Olivier, parce que c'est vrai que comment dirais-je, t'es quelqu'un d'authentique et de sincère, et ça me fait plaisir. J'essaye de faire ce que je dis. Je dis pas toujours ce que je fais, mais
je fais ce que je dis. Et on parlait de valeur, pour moi c'est vraiment important, c'est de se regarder tous les matins dans la glace et d'être fier de ce qu'on a fait. Je cherche pas à être Elon Musk, Steve Jobs ou n'importe quoi. Moi j'ai mes propres objectifs dans la vie, j'ai mes principes, j'ai mes valeurs et je suis pas une prostituée quoi. C'est sûr qu'on n'achète pas mes valeurs avec de l'argent. Ah, bah non, c'est clair. Et c'est ça qui est important également quand on est indépendant, et je pense que vous le savez tous, c'est qu'à un moment, faut, et si vous ne l'avez pas fait, déterminer quelles sont vos valeurs, vos vraies valeurs, parce qu'à un moment, on se retrouve toujours face à un client qui va nous demander, ou un fournisseur qui nous demandait quelque chose de borderline. Et là, c'est pas par rapport à la loi qu'il faut se placer, c'est par rapport à la morale et par rapport à ses valeurs. Non, ça c'est quelque chose que je ne ferai jamais. Non, monsieur, je ne le fais pas. Oui, je peux le faire, mais dans telle et telle condition. Tu comprends ce que je veux dire? Les valeurs, c'est vraiment quelque chose auquel on va se raccrocher. Et quand on a des moments qui sont difficiles, parce qu'on a forcément des moments difficiles, tout le monde a déjà été dans un rendez-vous qui s'est mal passé au fin fond de la Beauce, et puis après il s'est mis à pleuvoir, et là on est au volant de sa voiture, et ouais, ça va être dur, je vais galérer, et mince, non, j'ai des valeurs, et je me redonne du peps. Ah, Sylvie qui réagit, excuse-moi Olivier, qui réagit positivement par rapport à ce qu'on vient de dire. Surtout être actif et ne pas faire l'autruche, car le retour ne peut être que négatif, c'est très juste Sylvie, c'est vrai. Ouais. Et qui nous remercie de ce super moment d'échange et de valeur. Merci Sylvie. Merci beaucoup Sylvie. Namasté. Ça me fait super plaisir d'avoir partagé ce moment avec vous et puis avec Olivier qui est venu dans mon live City Proud Live. Yeah. The City Proud Live. So next week, stay tuned. Tiens, faudrait que je fasse un live à la mode américaine, ouais. Avec des trucs, machin, là, ça va être drôle, ça. Ouais. Alors, je sais pas si vous, concernant ce sujet de l'art de vendre, si je puis dire, pour simplifier ou caricaturer, enfin comme vous voulez le discours. Si vous avez des questions particulières, n'hésitez pas, même si vous voyez ce live en replay, n'hésitez pas à poser des questions, parce que j'aimerais bien faire revenir Olivier, mais Olivier m'a dit, moi je reviens que s'il y a des questions. Oui, le but c'est pas de me faire voir sur Facebook à côté de Christophe, même si j'aime bien être à côté de Christophe. Non, le but c'est vraiment de vous apporter quelque chose. Donc faites remonter les questions, les problématiques à Christophe, et à partir de là on pourra avoir des échanges qui vont de plus en plus loin et qui seront de plus en plus enrichissants. Et ce que je disais tout à l'heure, si moi je sais pas répondre, quelqu'un d'autre saura répondre à ces problématiques. Donc je dirais quelque part, City Proud c'est votre chaîne à vous, quoi. Eh oui, c'est votre chaîne à vous, City Proud Live. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Hervé qui nous remercie aussi. Merci Hervé pour nous avoir suivis pendant cette heure en live. Merci Laurent aussi. Merci à vous deux. Donc Laurent nous remercie également. Merci Laurent de nous avoir suivis. Et puis voilà. Donc écoutez, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser même en différé, on regardera ça attentivement et ça fera l'objet d'un nouveau live prochainement sur cette thématique-là de la vente, de l'aspect commercial de nos activités respectives, qui est quelque part quand même le nerf de la guerre. On a besoin d'avoir cette action commerciale pour pouvoir générer du chiffre et pour pouvoir pérenniser comme ça notre activité et continuer surtout à se faire plaisir dans ce qu'on fait. Parce qu'il y a rien de plus jouissif. Je prends ce terme un peu fort, mais c'est un peu ça. Il n'y a rien de plus jouissif que de se faire plaisir dans ce qu'on fait. Je dirais même le truc le plus jouissif, c'est quand vous demandez à un client, alors ce que je vous ai fait, ça vous a plu, et que c'est tout à fait ce que je voulais. Et là, ouais, c'est l'aboutissement de tout ce qu'on a réfléchi avant, de tout ce qu'on a mis en place, etc. Et là, on atteint le nirvana. Ah bah clairement. Tu sais, je vais te donner un exemple pas plus tard qu'aujourd'hui. Allez, petite parenthèse rapide. J'ai fait un suivi de chantier sur Gennevilliers et j'ai terminé le suivi de chantier aujourd'hui par un vol avec drone. Et le chef de chantier, le chef de projet m'a dit, écoutez,
ouais, c'est super bien ce que vous avez fait, parce que je lui ai envoyé donc la partie time-lapse, montée, etc. Et je lui ai demandé si ça lui plaisait. Il me dit, ah, pour moi c'est ok, c'est nickel, il n'y a rien à dire. Et il me dit, bah justement, là je suis sur un nouvel chantier là dans le 94, ouais, ce serait intéressant qu'on continue à bosser ensemble. Et le fait qu'il me dise, un, que ça lui a plu ce que je lui ai fait, que deux, qu'il me sollicite pour un nouveau projet, oui, là c'est jouissif. On est d'accord. Le client est content, donc moi ça me fait super plaisir que le client soit content, et c'est quand même le but recherché. Et puis moi je me suis fait plaisir aussi dans ce que je lui ai fait comme travail. Quoi. Finalement tu l'as pas vendu ta deuxième presta. Du tout. Là pour le coup, voilà, vendre sans vendre. Et là. Vendre sans vendre. I am a winner. Alors, si vous voulez savoir plus, demandez à Olivier qui fait des super formations sur le sujet. J'avoue que j'en ai suivi un petit bout avec lui, donc ça m'a beaucoup aidé. C'est ce que je lui disais tout à l'heure avant qu'on démarre le live. Il m'a formé sur deux trois choses qui m'ont vraiment aidé à performer dans mes actions commerciales. Donc je vous invite vraiment à le solliciter et à bénéficier de ces prestations qui ont un coût, mais qui les valent réellement. Donc n'hésitez pas, contactez-le de ma part. Je dirais même que c'est une super bonne occasion parce que par rapport à ce que tu payes, par rapport à ce que tu reçois. C'est clair. C'est clair. Là, on est dans une notion d'investissement pur parce que c'est vrai que ça, quand on voit tout le bénéfice qu'il y a par rapport à tout ça. Bon allez, on vous laisse. Merci en tous les cas à toutes et à tous. Merci Sylvie, merci Hervé, merci Laurent, merci ceux qui nous ont rejoints aussi en cours de route. Vous pouvez revoir ce live en replay, n'hésitez pas. Je vous dis à très bientôt et en l'occurrence à lundi prochain, même jour, donc même heure. Bonne semaine et longue vie et prospérité. Portez-vous bien. Portez-vous bien.